Bonjour tout le monde. Merci d'être venu ici pour voir ma conférence sur votre backlog déborde de user stories, mais sont-elles toutes pertinentes? Alors, Agile Grenoble, c'est un événement qui me tient à cœur puisque ça fait plus de 10 ans que j'y participe, soit en tant qu'organisatrice, soit en tant que conférencière où voilà, j'essaye de partager des sujets. Et donc cette année, j'ai décidé avec ma micro-entreprise d'être partenaire. Donc voilà, pour soutenir l'événement. Merci. Donc aujourd'hui, on va aborder un peu le cœur du rôle de product owner, c'est comment on définit un besoin, comment on gère aussi un product backlog. Donc on va essayer de creuser un peu ces sujets, mais aussi on va remonter à l'essence même de pourquoi on le fait. Donc, bon, avant de commencer, une petite présentation. Moi, c'est Marmotte ou Charline. C'est vraiment comme vous préférez, parce qu'il y a des gens qui se disent mais je ne vais pas t'appeler Marmotte, vraiment. C'est vraiment comme vous préférez. Il y en a qui me disent Marmotte, il y en a qui me disent Charline. C'est OK. J'ai développé quelque chose dans mon cerveau pour répondre aux deux. J'ai commencé, pas dans l'agilité, j'ai commencé dans l'écologie et l'environnement. J'étais déjà un peu geek, puisque personne ne voulait toucher un ordinateur dans les réserves naturelles. Donc, c'est moi qui le faisais. Donc, je faisais des analyses statistiques, de la cartographie sous QGIS, etc. Et ensuite, je suis tombée amoureuse de l'agilité, littéralement, parce que pour moi, ça apportait des réponses un peu à mes frustrations, à ce que je vivais mal tous les jours. Et donc, je me suis reconvertie en informatique pour travailler dans l'agilité. Alors, par quoi on va commencer ? On va commencer par l'histoire, un peu l'historique des user stories, puisque c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Donc on parle de user story, ou en français, on va dire des fois récit utilisateur. Donc les user stories sont apparus avec Extreme Programming. Ken Beck a proposé cette communication, ce style de communication pour exprimer un besoin. Et pourquoi il a proposé ça? En fait, on s'est aperçu que des spécifications qui étaient rigides, qui étaient ultra détaillées, parfois, ce n'était pas pertinent. Et donc, est arrivé quelque chose d'assez simple. La user story, c'est quelque chose qui tient sur une carte. Donc là, il y a 3 C, qui tient sur une carte. C'est assez succinct pour tenir sur un petit post-it. Ça crée de la conversation. Donc, c'est quelque chose qui va générer une discussion entre les développeurs et les développeuses, entre le métier, entre le product owner. Donc, on doit vraiment discuter autour de ce besoin. Et enfin, la confirmation, c'est-à-dire comment on confirme que ce besoin exprimé sur cette petite carte est bien répondu. Donc, il y a un petit jeu sérieux. Alors, je ne vous ai pas dit au début, mais je suis fan de jeux sérieux, notamment en agilité. Et il y a un petit jeu sérieux qui s'appelle « Dessine-moi une prairie ». Alors, il n'y a pas le lien, c'est dommage, il ne s'affiche pas. Mais vous pouvez aller voir sur le site Coach Agile, ça s'appelle « Dessine-moi une prairie agile ». Et en fait, le jeu consiste à dessiner une prairie et vous avez 2 groupes différents. Un premier groupe qui a cette description-là. Vous voyez 34 brins d'herbe, 6 papillons, avec 6 papillons bleus, des vaches avec 4 taches, des vaches avec 3 taches, des fleurs avec 4 pétales, des fleurs avec 5 pétales, des fleurs avec 3 pétales. Et en fait, ça, c'est un groupe que j'ai accompagné cette semaine qui m'a fourni ce dessin. Donc, vous voyez que effectivement, il y a beaucoup de choses, c'est dense. Il y a des vaches, mais par contre, il y a des fleurs dans le ciel. Il y a des brins d'herbe dans le ciel. Il y a des débuts de fleurs dans le ciel, enfin, ce qui ressemble à des fleurs. Et ça manque un peu, on va dire, de cohérence. Et l'autre groupe, la consigne est beaucoup plus succincte, c'est dessiner une belle prairie ensoleillée et fleurie dans laquelle broutent quelques vaches. Et là, le groupe va fournir quelque chose de plus cohérent. Les vaches sont globalement sur la prairie, il y a des fleurs, bon, ils ont dessiné, c'est à distance, donc ils ont dessiné des ronds. Le soleil est en haut, etc. Et on ne retrouve pas des papillons sur l'herbe ou des brins d'herbe sur le ciel.
Alors, vous voyez, pourtant, la consigne, elle pourrait paraître plus succincte, moins claire, etc. Sauf que ici, ils sont concentrés sur l'essentiel. L'essentiel, c'est une prairie ensoleillée et fleurie dans laquelle broutent quelques vaches. Donc, les vaches sont ressorties, les fleurs sont ressorties, la prairie et le soleil. Tandis que si on revient avant, en fait, on a voulu tout faire dans un temps imparti et ça donne quelque chose de... Je vais être méchante, mais de pas très beau. Désolée pour les personnes qui l'ont fait. J'ai dessiné aussi des choses là-dedans parce qu'on n'était pas assez nombreux, donc voilà. Donc moi aussi, j'ai mal dessiné, mes fleurs, c'est moi. Donc vous voyez, quand on a tendance à trop détailler, on perd un peu de vue l'essentiel, qui était la prairie fleurie avec des vaches. Après, on pourra peut-être rajouter des papillons si le client veut rajouter des papillons. Donc là, j'ai mis une citation de Ron Jeffries qui dit que une user story, c'est une promesse de conversation. Vraiment, l'essence de cette user story, c'est de se dire comment on va discuter de besoins, comment l'équipe, comment le métier, comment le product owner, comment, même si vous n'êtes pas product owner, comment le chef de projet va s'approprier ça, etc. Bien sûr, vous avez Mike Cohn qui a proposé cette structure canonique de la user story. C'est-à-dire comment on rédige, on va dire de manière scolaire, une user story. Donc ce serait en tant que, et là vous avez un style de personne, en tant qu'administrateur des systèmes informatiques. Voilà, c'est vraiment la personne, le rôle. Ensuite, je veux, et là ça va être un besoin exprimé. Et enfin, afin de, ça va être le bénéfice attendu. Donc ça, c'est une structure canonique. Si vous voulez rédiger une user story, vous pouvez commencer par ça, etc. Cette user story, souvent, elle arrive dans ce qu'on appelle un backlog. Ou une backlog, j'ai appris qu'on pouvait dire les deux. Donc elle arrive dans un backlog. Et souvent, dans Scrum, on va parler de Product Backlog Item. Ce n'est pas souvent, c'est que c'est dans le Scrum Guide. On parle de Product Backlog Item. Donc, c'est une petite parenthèse pour vous dire que Scrum essaye de fournir un cadre et après, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc, le Product Backlog Item est volontairement, on va dire, vaste pour que vous fassiez ce que vous voulez. C'est-à-dire que demain, vous appliquez Scrum. Dans Scrum, dans votre Product Backlog, vous pouvez très bien rédiger à votre manière tant que l'équipe s'approprie ce besoin. Par contre, l'usage courant, c'est effectivement de rédiger des user stories. Donc, une user story est un product backlog item, mais un product backlog item n'est pas une user story forcément. Alors, là, tout ce que je viens de vous dire, ça paraît super simple. Oui, bah, Charline, en tant que je veux, afin de, bah, voilà, c'est plié en 30 secondes. Même avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on pourrait en rédiger des paquets, des centaines, etc. Oui, mais en fait, derrière se cache un réel travail. Et ce travail, c'est toute la partie émergée de l'iceberg qui est là. C'est-à-dire, bah, vous, soit en tant que product owner, en tant que personne, en tout cas, qui doit comprendre le métier, ben, vous allez devoir discuter avec le métier, vous allez devoir vous aligner avec l'équipe, parce que l'équipe, généralement, et le métier ne parlent pas le même langage. Il va falloir un peu traduire, va falloir s'adapter aussi à l'équipe, comment elle comprend, etc. Vous allez devoir définir des règles métiers, peut-être mener des interviews avec les utilisateurs pour mieux comprendre, définir des valeurs. Vous allez aussi vous dire « Oh là là, je rédige une user story, mais en fait, ça me fait penser qu'il faut faire ça avant et qu'il faut faire ça avant. » Et en fait, vous allez avoir un paquet dépendant entre les user stories. Donc vous, votre rôle, si ce paquet est un peu trop gros, ça va être de vous dire « On va essayer de scinder un peu le travail pour qu'il soit plus facilement faisable. » Récolter les feedbacks côté métier et bien sûr aussi fournir une vision. Et est-ce que ces user stories, elles collent à la vision du produit, cette vision que vous avez partagée à l'organisation, au métier, mais aussi à l'équipe. Alors,
Du coup, on va parler de toute cette partie émergée de l'iceberg, comment on fait, comment on déroule tout ça. Donc, ce qu'on peut, alors là, c'est un chemin tout tracé. Là, si vous avez un projet en cours, vous pouvez très bien vous dire, ah bah tiens, ce serait intéressant de revoir les utilisateurs, refaire des interviews. C'est juste une proposition de chemin tracé. Donc, vous pouvez commencer par des interviews utilisateurs, c'est-à-dire comment vous clarifiez le métier avec eux. Donc, comprendre, pour moi, les interviews utilisateurs, elles sont super utiles et je ne peux pas rédiger des user stories sans avoir parlé directement avec le métier, que ce soit à distance ou en présentiel, sinon je ne comprends pas. Donc, ça va vous permettre de comprendre le contexte d'utilisation. Des fois, il y a un métier qui fait quelque chose sur une application, mais en fait qui dépend de plusieurs discussions avec des collègues auparavant, etc. Et en discutant avec eux, vous allez mieux comprendre le workflow, donc les flux de travail qui s'organisent en amont pour arriver à l'utilisation de l'application. Ça évite aussi de partir du principe qu'on sait ce qu'ils veulent. Souvent, on a tendance, mais même moi, enfin tout ce que je vous dis, je tombe dans les pièges régulièrement, hein, c'est de me dire « Ah ouais, mais Jean-Michel de l'application, je suis sûre qu'il l'utilise comme ça et qu'il veut ça, je le connais trop, etc. » Et en fait, non. Le fait d'aller voir les utilisateurs, ça vous permet de savoir ce qu'ils veulent vraiment. Vous allez aussi, quand vous allez faire ces interviews, donc ces échanges avec les utilisateurs ou des représentants de l'utilisation de l'application, parfois, ils s'énervent un peu tout seuls devant leur application sans le dire. Ils s'en aperçoivent plus. Des fois, ils doivent cliquer 3 fois sur un bouton, revenir, etc. Mais c'est tellement ancré. Vous allez le sentir parce qu'ils vont souffler, mais eux, ils s'en aperçoivent plus. Donc, en observant la façon dont ils réagissent avec cette application, bah, vous allez détecter un peu des irritants pour fluidifier un peu tout ça par la suite. C'est un peu le cœur du sujet, mais creuser le vrai besoin et la solution, ça, je trouve, c'est le plus dur à réaliser dans les user stories. Parfois, on a tendance un peu à vouloir trouver des solutions. C'est plus facile de se dire « Ah, bah, ce bouton-là, j'ai du mal à appuyer dessus, etc. Je sais pas, c'est pas fluide. » On va se dire « Ah, bah, on va déplacer le bouton ici. » Et en fait, ça, c'est déjà orienté solution. Le vrai besoin, ça se trouve, c'est autre. Ce qui se cache. Et ça, c'est le plus difficile, à aller creuser qu'est-ce qui se cache derrière le besoin. On verra des exemples un peu plus tard. Et enfin, ça va un peu avec le premier, c'est que qu'est-ce qui va apporter vraiment de la valeur aux utilisateurs. Par exemple, en discutant avec eux, vous allez pouvoir dire à ton avis, ton bouton, c'est prioritaire comparé à cette nouvelle fonctionnalité ou pas. Et là, vous allez pouvoir réajuster, collecter du feedback. Alors, vous allez, grâce à ces interviews, en fait, vous allez pouvoir construire ce qu'on appelle des personas. Donc, ce dont je vous parle, c'est un peu orienté UX, UI, mais le product owner, je pense, doit avoir une certaine sensibilité là-dessus. Le product owner, le chef, en tout cas, la personne qui s'occupe de faire ça. Ce n'est pas forcément un product owner, parce que chaque organisation est différente. Mais dans la théorie, c'est un product owner. Donc pourquoi construire des personas ? Parce que souvent, vous êtes la seule personne à aller collecter ce métier. Et vous allez devoir en parler à l'utilisateur, au développeur. Et donc pour ça, il faut un peu incarner ce que sont vos personas. Imaginez-vous, vous êtes développeur ou développeuse, et en fait, vous n'avez pas forcément la chance de tout le temps pouvoir vous adresser au métier. Il va falloir que vous projetiez, etc. Et ces personas vont vous permettre de projeter. Comme je vous dis, du coup, ça facilite un peu cet alignement entre le métier et les développeurs. Vous allez aussi prioriser grâce à ces fonctionnalités parce que, par exemple, vous définissez un persona. Si la personne, elle utilise l'application une fois tous les ans, vous allez peut-être vous dire, par rapport à Jean-Michel qui l'utilise tous les jours, on va peut-être prioriser les besoins de Jean-Michel. Donc ça va un peu plus vous aider dans cette fameuse priorisation dont on parlera plus tard. Alors,
j'ai mis des petits conseils de marmotte. C'est que dans certaines équipes, il y en a qui font carrément vivre les personas. C'est-à-dire, vous discutez entre midi et deux, vous dire ah bah Gertrude, elle aurait pas du tout aimé ça, etc. Et faire vivre un peu comme ça ces personas, ça vous permet de mieux les comprendre et de mieux aller plus loin dans votre réflexion et dans vos développements et dans la pertinence de vos rédactions de besoins. Toute l'équipe doit pouvoir le consulter, c'est-à-dire un peu comme une documentation commune, c'est-à-dire moi je suis développeuse, j'aimerais bien régulièrement aller voir ma fiche persona pour comprendre, etc. Ou qu'on me l'ait présentée aussi. Comme ça, je l'imprègne bien. Et enfin, évitez trop les détails. Parce que tout à l'heure, là, je vous ai parlé de l'utilisation, de la fréquence d'utilisation. Des fois, en marketing, on va avoir besoin de l'âge du participant, sa situation familiale, des choses un peu plus personnelles. Donc un persona, ce n'est pas une personne qui existe, c'est un regroupement, entre guillemets, de comportements utilisateurs. Dans certains cas, ce ne sera pas pertinent. Dans la mission actuelle, qui est très industrielle, je n'ai pas besoin de savoir si la personne elle a 3 enfants, qu'elle a 35 ans, puisqu'elle va faire globalement les mêmes tâches, quel que soit l'âge. Mais si demain, vous avez une orientation plus marketing de vente, etc., avec des cibles, donc si vous devez cibler, je ne sais pas, j'ai peur de passer pour une vieille peau, mais une génération plus récente, peut-être que vous allez vous dire, ok, ce persona, il a 20 ans, on sait qu'il utilise plutôt son smartphone, on sait qu'il utilise Snapchat, TikTok, on va peut-être faire des vidéos courtes pour pouvoir mieux vendre. Voilà. Donc ça vraiment, les personas, c'est à adapter au contexte. Si vous mettez trop de détails, parfois, vous allez vous perdre alors que ça ne sert à rien. Alors, attention, il y a des pièges dans lesquels tomber. Déjà, des fois, on a envie de rédiger un seul persona alors qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui interagissent avec l'application. Donc ça, faire très attention. Rassurez-vous, vous avez le droit de vous tromper. C'est-à-dire que la première fois que vous créez des personas, ils sont peut-être pas justes, pas pertinents. L'avantage dans l'agilité, c'est de pouvoir réadapter au fur et à mesure, etc. Donc, vous pouvez commencer avec des choses simples, vous améliorer, etc. Donc oui, c'est ce que je vous dis, pas de mise à jour, ça c'est un peu un travers. Et j'adore cette image-là, parce qu'elle illustre souvent dans le biais dans lequel on tombe. C'est « Ah mais ouais, je suis sûre qu'ils veulent ça, c'est trop beau, on a fait un magnifique mobile pour les enfants avec des magnifiques animaux. » Et en fait, le bébé, lui, ce qu'il voit, c'est des fesses d'animaux. Donc du coup, c'est pas pertinent. Là, on voit qu'on est dans quelque chose de... C'est la fausse bonne idée, quoi. C'est une bonne idée, ça a l'air beau. Les parents sont contents, mais en fait, l'utilisateur final, qui est le bébé, lui, il voit des fesses et je pense qu'il s'en fout. Alors, pour résumer, une rédaction de user story, elle doit exprimer clairement le bénéfice du point de vue utilisateur. C'est pour ça, si on revient là, je pense que si le bébé pouvait parler, il dirait « T'es bien gentil, mais moi je préfère voir les petits animaux, la tête des petits animaux. C'est plus marrant. » Donc vraiment se mettre à la place de l'utilisateur. Les personas, ils permettent ça. Ils facilitent le dialogue entre le métier et l'équipe qui va réaliser. Alors vous pouvez transposer cet exemple sur tout le type de métier, pas forcément en informatique, bien sûr. Donc c'est vraiment un outil de langage de mieux comprendre comment fonctionne le métier, d'intégrer ça. Donc, elle doit être claire et concise, orientée besoin et indépendante et testable. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'espèce de user story dépendante à plusieurs autres récits utilisateurs. C'est ça l'indépendance, on va casser ces dépendances entre les unes pour pouvoir fournir à chaque fois, répondre à des besoins bien spécifiques. Oui, j'ai parlé de mon expérience actuelle. Donc là, on est dans le reverse engineering. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on étudie des applications, donc plus de 160 applications.
On va regarder le code, on va regarder la documentation si elle existe. Alors, sur 160 applications, très clairement, je pense qu'on a 3 documentations. Et du reste, c'est pour ça qu'on nous a fait intervenir, c'est pour qu'on aille revoir le métier pour savoir ce qu'il faisait avec ces applications. Donc, on a analysé le code et regardé le métier en se disant est-ce que vous utilisez toujours ça? Comment vous l'utilisez? Est-ce que ça, c'est obsolète, etc. Donc, on a mené des interviews utilisateurs et en fait, on a dû formaliser le besoin. Et on s'est beaucoup posé la question, puisque... comment expliquer ça? Puisque on ne savait pas la solution qu'on allait mettre en place. C'est-à-dire que sur ces 160 applicatifs, on ne savait pas si on allait répondre avec de l'Excel, si on allait répondre avec une application métier, si on allait répondre avec une application RH. On ne le savait pas initialement. Et donc, du coup, les user stories se sont un peu imposées dans le sens où on rédigeait orienté besoin. En fait, la personne, elle n'a pas besoin de cliquer sur ce bouton, elle a besoin de consulter un document pour prendre une décision. Même consulter un document, c'est déjà une solution. Elle a besoin d'avoir accès à certaines informations pour prendre une décision. Donc voilà. Donc en fait, le travail a été apprécié dans le sens où, effectivement, comme on a changé de solution toutes les 5 minutes, en se disant « Ah, bah, ce serait peut-être ça, ah, ce serait peut-être ci », en fait, notre documentation initiale, elle est toujours restée pertinente puisque le besoin était exprimé vraiment orienté besoin et pas solution. Alors, une fois que vous rédigez votre user story, vous allez vous dire comment je sais que ma user story, elle est bien rédigée, Charline? Vous avez ce qu'on appelle un outil qui est Invest. Donc, votre user story, elle doit être indépendante. Elle doit pouvoir être développée seule. Alors, je vous rassure, ça c'est la théorie. La pratique, il se peut que vous ayez 2-3 user stories qui soient collées, et dans ce cas-là, vous le mettez dans la phase de développement ensemble. L'idéal, ce serait vraiment de ne pas avoir de dépendance. Mais vous ne vous tracassez pas en disant oh, « Charline, elle a dit qu'il fallait que ce soit indépendant, etc. Donc, on va casser toutes les user stories. Enfin, on va casser les dépendances de toutes les user stories. Vous allez vous tirer les cheveux en disant « Mais ça, c'est pas possible. » Il se peut qu'il y ait des cas qui soient vraiment un peu compliqués. Elle doit être négociable. C'est à la différence d'une spécification, quand vous arrivez avec votre spécification détaillée, vous dites « Je veux ça ». Avec mes 34 brins d'herbe, mes 6 papillons, etc. Là, c'est « je vous propose ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut développer ?» Et on en discute ensemble. Vraiment, ça permet de relier un peu le métier à l'équipe de développement. Elle doit apporter de la valeur. Je vous épargne mon accent anglais, même si je travaille régulièrement en anglais, mon accent est terrible. Elle doit être estimable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir estimer le travail qu'on va fournir, l'effort qu'on va fournir pour réaliser cette user story, en tant que développeur, en tant que développeuse, mais en tant que personne qui arrive en bout de chaîne et qui développe ou produit. Elle doit être assez petite, et ça va avec indépendante, c'est-à-dire qu'en agilité, souvent on a ce qu'on appelle des itérations, des sprints, et ça doit rentrer dans ces sprints. Si c'est trop gros, on découpe. C'est pour ça qu'on dit small. Et enfin, elle doit être testable. Si jamais elle n'est pas testable, ça va être un peu compliqué pour l'équipe de développement de bien comprendre ce qu'il y a à faire et comment le développer. Là, j'ai mis un top 3 des user stories un peu pourris. Du coup, la première pour moi, et elle est sur Jira. Cette information était inutile, juste pour vous faire partager mon irritation envers Jira. Mais interrogation capteur, c'est tout. OK. Vous, en tant que personne qui va recevoir ce besoin, est-ce que vous vous sentez bien? Demain, on vous donne, tiens, je ne sais pas ton prénom, mais
Commun? Julien. Tiens, Julien, interrogation capteur, tu peux le développer? Oui? Non. Voilà. Donc ça, c'est courant hein, dans les entreprises. On va avoir des tickets qui sont très succincts. En plus, il est fini. Alors, je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit ce ticket a été développé, mais je pense que derrière, ça a dû être des échanges, etc. Ce que j'aime bien quand même si ce n'est pas forcément l'objectif de l'agilité, quand on réalise des user stories sur des suivis de ticketing comme Jira, etc., c'est aussi de pouvoir remonter à qu'est-ce qui a été fait. Et là, il n'y a aucune possibilité de savoir un peu qu'est-ce qui a été fait, à quel besoin ça répond. Donc c'est un peu compliqué aussi pour avoir l'historique quand on a des user stories comme ça. En tant que responsable logistique, je veux implémenter une API pour me connecter à FedEx Stratus. Là, c'est ultra technique. Très clairement, c'est orienté solution et c'est orienté solution même technique. Donc, il n'y a pas de possibilité de réflexion de comment répondre à ce besoin. Il se peut, quand vous êtes product owner, que des fois, vous vous dites « Ok, ça, les personnes vont juste communiquer ensemble et on ne répondra pas de manière informatique à leurs besoins. » Et en fait, souvent, on a tendance à se dire on va exprimer un besoin informatique qui répond avec une applicatif, mais des fois, le besoin est tel qu'il peut même être répondu de manière non informatique, juste de la communication. Ça se trouve même, c'est, par exemple, dans l'industrie, ça va être juste un post-it le matin avec le passage de consignes. Et ce sera dans la salle, puisque de toute façon, ils sont tous en présentiel. Donc, vous allez répondre aux besoins de cette manière-là et pas forcément de manière informatique. En tant que gestionnaire de magasin, je veux pouvoir gérer les comptes fidélité des clients afin de récompenser les clients réguliers. Alors ça, c'est une petite introduction au fait que les user stories, parfois, sont un peu grosses. Celle-ci en fait partie. Dès qu'il y a gestion des comptes, administration, etc., c'est plutôt des thématiques sur lesquelles on va parler. Donc, ça peut être l'objet de ce qu'on appelle des épiques. Gestion des comptes fidélité. Et derrière gestion des comptes fidélité, là, on va écrire des besoins un peu plus fins pour pouvoir les développer facilement, les évaluer facilement, enfin les estimer facilement et définir des éléments pour les tester. Est-ce que vous avez des exemples de user story un peu bancales? Vous n'êtes pas obligé. Hein. Oui, Rebecca. C'est pas préparé, hein, je ne sais pas ce qu'elle va dire. Ah, je veux une macro dans un fichier Excel. Ok. Donc il y a ni on sait rien en fait de ce truc-là. Donc je veux une macro dans un fichier Excel. En plus c'est déjà orienté solution puisque ça se trouve la personne elle veut juste des calculs ou des choses comme ça. Ok. Et par curiosité, qu'est-ce qui a été réalisé après ça? Ah, ok, mince. Bon, généralement, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que quand l'équipe sait rien, elle va un peu perdre du temps parce que le travail n'a pas été fait, enfin le besoin n'a pas été spécifié en amont, donc ça veut dire retourner voir le métier pour dire dans ta macro, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu veux faire ça, etc. Et en fait, ça va être une réelle perte de temps. Voilà. Alors, comment on cadre un peu ce besoin? Ces user stories, on les rédige, mais on a quelques, on va dire, éléments autour qui nous permettent de mieux l'appréhender ou mieux spécifier. Donc, ça, c'est mon petit chouchou. Quand j'ai découvert l'agilité, j'avais du mal à savoir, enfin, quand j'ai découvert l'informatique, et globalement, même avant, j'avais du mal à savoir quand est-ce qu'une tâche était terminée. Une tâche de développement. Donc j'étais capable de passer des heures et des heures sur une tâche sans savoir quand est-ce que c'était terminé, quand est-ce que j'avais répondu à un besoin. Les critères d'acceptation, en fait, ils vont arriver pour cadrer un peu ça. C'est OK si jamais ton développement, enfin si jamais la fenêtre, elle s'affiche en moins de 3 secondes parce qu'on sait que l'utilisateur, il veut de la performance, parce que chaque clic est compté, etc. En spécifiant un peu ce besoin,
grâce aux critères d'acceptation, on va savoir quand est-ce que c'est terminé. Et ces critères d'acceptation sont aussi puissants parce qu'ils vont souvent servir au plan de test. Le product owner, le chef de projet, la personne que vous voulez, quand elle va tester, elle va savoir ce qu'elle peut tester. Parce que souvent, dans les équipes, on a Charline, donc imaginons je suis développeuse, Charline, qu'est-ce que je dois tester pour ça? Bah, du coup, là, on s'enlève ça parce que c'est déjà défini en amont. On sait, le travail est cadré, etc. Ça doit être basé sur des scénarios concrets et bien sûr, ça sert à ce que la user story, elle soit testable. Alors, vous allez me dire, Charline, là, c'est peut-être un peu flou ton exemple. J'ai un exemple de la vie courante. Voilà. Alors, normalement, il y a du son. Et je chante Mère Marmotte, raconte-nous une histoire. Mère Marmotte, c'est pour vous réveiller un peu. Je chante pas jusqu'au bout parce que je chante un peu faux. Mais voilà. Donc j'ai un enfant en bas âge qui a 6 ans. Enfin, en bas âge. Qui a 6 ans. Et d'ailleurs, qui a un trouble du spectre autistique. Tout à l'heure, je ne vous en ai pas parlé, mais le fait que des fois, j'ai un peu du mal à arrêter mon développement, etc., ça peut être expliqué par ça. Et pourquoi je fais cette parenthèse? Parce que tout à l'heure, on fait une conférence avec Elsa, qui est juste derrière, sur la neuroatypie et comment l'agilité peut répondre un peu à des personnes qui sont neuroatypiques. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir à 14h40. Voilà, c'était une pub. Assumé. Donc, revenons à mon histoire de mon fils, où je vais m'énerver, je vais lui dire « Néo, range ta chambre tout de suite !» Là, c'est poli. Il va aller ranger sa chambre. OK. Il va revenir tout fier et il va me dire « Maman, ça y est, j'ai rangé ma chambre !» Et du coup, moi, je vais aller faire des tests. Je vais aller vérifier. Et puis là, je ouvre les placards. Je regarde et tout est en boule dans le placard, sous le lit. Il y a un verre d'eau mélangé à un plaid. Il y a encore des miettes de son sandwich du matin. Une fois, j'ai retrouvé un sandwich peut-être moisi d'il y a 6 mois. Je me suis demandé pourquoi il était là, quoi. Et donc, du coup, là, je me suis dit, mais merde, il y a un truc qui a raté. Et j'ai réfléchi et l'agilité est arrivée comme une lumière. Je ne lui avais pas donné de critères d'acceptation. C'est-à-dire qu'il ne savait pas me dire quand est-ce que la tâche était terminée, puisque pour lui, c'était juste ranger la chambre. Donc, lui, c'était OK, la chambre était rangée, il n'y avait pas plus de jouets par terre, etc. Sauf que moi, j'aurais aimé que le verre il soit rangé dans la cuisine, j'aurais aimé que le plaid il soit sur son lit, et que les jouets rangés dans la malle à jouer, enfin dans son bac. Et donc, du coup, là, je me suis dit, écoute, Néo, est-ce que tu peux ranger ta chambre? Ça veut dire, alors je ne le formule pas comme ça, parce que ça me prendrait trop de temps, et je pense que des fois, je suis un peu dans l'émotionnel, mais je vais être plus précise dans les tâches. Est-ce que tu peux ranger ce jouet ici? Voilà. Donc, ça va être un peu de découper ça et de donner quand est-ce que la tâche est finie. Alors, fini la parenthèse sur l'exemple. Vous avez des choses pour vous aider. Ça vient du BDD, je vais devoir parler anglais. Behavior Driven Development. Donc, ça s'appelle Gherkin. Et en fait, vous avez ce scénario-là qui vous permet un peu de définir ce que c'est que des critères d'acceptation. Donc, vous avez given, étant donné que. Donc là, vous donnez un peu le contexte initial. Par contre, je vois souvent un piège chez mes apprenants, mes personnes qui sont formées, qui me disent, en fait, ils mélangent la user story et ça. C'est-à-dire, étant donné, c'est différent de en tant que. Étant donné, c'est vraiment dans un contexte. Je suis en train d'utiliser l'application parce que Gertrude m'a donné l'information, donc du coup, je vais aller taper quelque chose. Quand ? Voilà, c'est l'action déclenchée, je viens de vous faire le contexte et l'action. Donc quand j'ai reçu ça, alors qu'est-ce qui va se passer? Given, when, then. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, je vais recevoir peut-être une notification pour m'informer que j'ai perdu mon mot de passe n'est pas bon, etc. Voilà. Donc
si vous utilisez... Ok, donc si vous utilisez ça, ça va vous permettre un peu à construire ces critères d'acceptation. Vous avez aussi d'autres outils. Donc la definition of ready, ça, c'est pas dans Scrum. Voilà, ma conscience, parce que je sais que des fois, il y a des personnes qui passent les certifications, etc. C'est pas dans Scrum la definition of ready. Donc tombez pas dans le piège. La definition of ready ou la définition de qu'est-ce qui est prêt, ça va arriver au niveau de quand est-ce que vous définissez le besoin et que vous le transmettez à l'équipe. Ça va être un peu un pare-feu pour éviter de faire ces fameux allers-retours dont je vous parlais, je veux une macro, etc. En fait, cette definition of ready, elle va vous permettre d'écrémer un peu ces allers-retours pendant les sprints, etc. En vous disant, mon besoin là, il est prêt, il répond à plein de choses. Alors la definition of ready, c'est pas que vous, en tant que chef de projet, en tant que développeur, en tant que développeuse, ou en tant que product owner, qui la définissez. Ça se définit en équipe. Je peux bien vous donner des exemples de definition of ready, mais elles seront fatalement pas pertinentes puisque ça dépend des équipes. Donc ça, c'est vraiment pour cadrer le besoin, se dire, OK, le besoin que je vais donner à l'équipe de développement, il respecte telle condition. Des fois, vous avez des conditions de cybersécurité, des fois d'accessibilité, ou de maquette. Il faut que la maquette, elle soit dedans. Si ces critères ne sont pas là, on ne peut pas donner le besoin. Attention, la definition of ready, alors si elle existe, c'est qu'elle est utile à des équipes. Par contre, des fois, je vois des biais qui sont les équipes de développement qui disent « Ah ben non, la definition of ready, elle n'est pas OK, démerde-toi ». Je suis désolée, je suis un peu vulgaire, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et donc, le product owner, il va galérer à passer du temps, etc., parfois sur des choses qui sont inutiles. Donc attention à cette rigidité qui arrive en amont. Parfois, elle peut être mal utilisée. La definition of done. Celle-ci, elle est dans Scrum. Si vous passez votre certification, elle est dans Scrum. Elle arrive en fin. C'est-à-dire quand est-ce que je suis prête à livrer, je suis prête à montrer ce que j'ai produit. Est-ce que les critères de cybersécurité ils sont acceptés? Est-ce qu'il y a eu des tests? Est-ce que le product owner a validé? Est-ce que le brin de documentation a été réalisé, etc. Ça vous permet de savoir quand est-ce que vous pouvez livrer, vous pouvez être OK avec le produit que vous allez donner au client. Voilà. Donc moi, la definition of ready, elle est très utile. C'est un artefact de Scrum qui m'a été très utile dès le début, parce que vraiment, c'est se dire, OK, on s'aligne tous ensemble sur quand est-ce que le produit peut aller sur le marché, quoi. Encore une fois, là, je vous parle d'informatique, mais c'est pareil pour d'autres domaines. Le tri du backlog. Alors oui, je me suis tapé des délires sur des chansons. Donc j'irai où tu iras. Donc on va parler un peu de la priorisation par la valeur et je vais vous parler du rôle du product owner. Ce product owner, il a un peu, c'est le seul, je trouve, pouvoir, c'est la priorisation du product backlog. C'est lui qui va avoir le dernier mot sur la priorisation. Vous allez discuter ensemble. Tout à l'heure, je vous ai parlé de conversation. Vous allez me dire, Charline, tu as parlé de conversation, on doit négocier, on doit machin, etc. Oui, mais il y a un moment, il faut siffler la fin de la récré parce que sinon, vous allez discuter des heures et on ne va jamais réussir à prioriser. Donc, des fois, le product owner va dire « Ok, ça, je prends la responsabilité de mettre ça plus prioritaire puisque je discute beaucoup avec le métier, blablabla. » Ça n'arrive pas tout le temps. Généralement, ça se fait bien, quoi. Enfin, il n'y a pas de conflit, mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des discussions qui durent longtemps et ça permet de couper court aux discussions. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que la priorisation est un exercice difficile et au cœur de l'agilité, on va trouver la notion de valeur. De quelle valeur on va apporter au client. Et donc, cette valeur, à chaque fois, on dit « Charline, mais la valeur, c'est quoi ?» etc. Et bien, la valeur, elle va être différente selon les applications, selon ce que vous faites, etc. Donc, des valeurs, et il y en a beaucoup.
Ça peut être de la valeur commerciale, c'est-à-dire quel chiffre d'affaires vous allez engranger si jamais vous développez cette fonctionnalité. Ça va être, par exemple, la valeur future. Des fois, c'est pas tout de suite, mais vous dire, si on passe du temps là-dessus, plus tard, on arrivera à apporter de la valeur. Mais vous avez aussi de la valeur de conformité. Tout à l'heure, je vous parlais de l'accessibilité, la cybersécurité, etc. Ça, des fois, c'est des choses qui sont non négociables. Ou, par exemple, je ne vous les cite pas parce qu'il ne me reste plus que 5 minutes, mais la valeur éthique et sociale. Par exemple, vous pouvez vous dire, mon produit, c'est un produit qui est éco-responsable. Il y a des choses que je vais développer. Ah, mais il ne me reste pas 5 minutes, il me reste 1 minute. Donc voilà, vous avez différents types de valeurs. Je vais passer assez vite. Alors, de toute façon, mes slides seront dispo, je les partage à tout le monde, donc vous pourrez regarder tous les outils, etc., sans problème. Donc des fois, vous allez un peu avoir cette charge mentale d'avoir plein d'user stories dans votre backlog, dont certaines qui ne servent à rien, puisque ça fait 3 ans qu'elles sont là, 3 ans qu'elles ne sont pas développées, 3 ans qu'elles ne sont pas prises. Et en fait, parfois, ça pollue un peu l'espace. Et un peu comme chez vous, en fait, vous vous dites je veux bien garder ce gobelet Agile Grenoble d'il y a 10 ans, et puis ce gobelet du trail que j'ai fait, et puis cette médaille, et puis ça. Et en fait, vous arrivez chez vous avec beaucoup de choses, et parfois, ça peut encombrer l'espace. Là, c'est un peu pareil, puisque ça, dans sa tête, on se dit il y a cette user story, ça fait 3 ans, est-ce qu'on va la faire, est-ce qu'on ne va pas la faire? Donc, ce que vous pouvez faire, dans ce cas-là, c'est faire le tri. Vous dire, des fois, fixer des limites en équipe, vous dire, ça fait 6 mois qu'elle est là, au bout de 6 mois, elle dégage. Ne vous inquiétez pas, puisque si le besoin est vraiment présent, il va revenir. Il va revenir. C'est-à-dire, le client va dire, mais ça, vous en êtes où? Et ça, je veux ça. Donc, voilà. Donc, c'était un peu... Là, j'avais fait un parallèle avec Marie Kondo. Depuis qu'elle a 3 enfants, elle dit que sa méthode est un peu plus d'actualité. Mais en tout cas, ne pas s'engombrer, garder l'essentiel, l'utile, et donner une place claire à chaque user story. Et vous pouvez organiser des sessions de clean day. Ça, je l'ai déjà fait chez un éditeur de logiciels où on prend tout le backlog, on est tous ensemble. Comme c'est un peu une tâche qui est longue, on se met tous ensemble dans la pièce, on dit est-ce que ce ticket est bon, ce ticket est là, etc. Et on trie, en fait, comme ça, on arrive à affiner. Et donc là, j'aimerais finir par l'intelligence artificielle, parce qu'au tout début, je vous ai dit, mais les user stories, on peut en rédiger à l'appel avec des outils comme l'intelligence artificielle. OK, je suis d'accord, sauf que quand je lis ces user stories, elles sont souvent orientées solutions. Je vais passer ça, vous allez gagner du temps. Alors là, c'est pour vous dire. Vous allez gagner du temps, effectivement, mais vous allez en perdre derrière. Alors, je rédige quand même mes user stories avec l'intelligence artificielle parfois, mais vous allez quand même avoir ce temps de réflexion en disant est-ce qu'elle est bien rédigée, etc. Ça va quand même vous nécessiter un peu d'énergie. Il y a aussi un truc avec l'intelligence artificielle, c'est que dans mes formations, un jour, j'ai un groupe qui a rédigé l'exercice de user story avec l'IA. Et au moment de défendre un peu le besoin, ils ne savaient rien dire. Parce que comme c'était généré avec l'IA, ils ne s'étaient pas approprié le besoin. Et c'était flagrant. Il y avait un groupe qui arrivait à dire « Mais si, Charline, sur cette user story, il faut absolument... Enfin, celle-ci, elle est prioritaire parce que tu te souviens, etc. » Et en fait, sur les user stories générées par IA, les personnes ne les défendaient pas, elles ne se les étaient pas appropriées. Donc, c'est un peu ma mise en garde, même si je pense que l'IA peut vous aider là-dedans. Faites attention à la pertinence des user stories et aussi à l'intérêt derrière qui est de créer une communication avec les équipes. Voilà. Donc, mieux vaut une user story qui est un peu imparfaite, mais qui est discutée avec l'équipe pour que ensuite le besoin soit bien compris. Et voilà, merci.